Bienvenue à toutes et à tous, c'est Sébastien Bruno-Durand, le créateur du podcast indépendant Parlons de votre mental. Après une première saison avec 20 épisodes, avec des invités issus d'univers très variés, je repars à la rencontre d'incroyables personnalités qui, je l'espère, vous inspireront dans votre quotidien et viendront booster vos ressources psychologiques pour être performants dans vos réalisations personnelles, professionnelles, sportives et vous aideront à être bien dans vos baskets. Nos invités se livreront cette saison à un portrait chinois, parleront des actualités et projets qui les animent et des qualités mentales qu'ils utilisent depuis des années. Soft skills, confiance en soi, motivation, gestion des émotions, gestion des échecs, ainsi que leur capacité à rebondir pour toujours aller plus haut, plus loin, en étant toujours positif. Excellente écoute à toutes et à tous et découvrons avec plaisir notre invité du jour. Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous accueillir sur un nouvel épisode du podcast Parlons de votre mental et je suis heureux d'accueillir dans le podcast Victoria Tchaikovsky. Salut Victoria. Bonsoir et merci beaucoup de m'accueillir dans ce podcast. Je serais vraiment ravie d'échanger avec toi sur le mental et sur toutes les questions que tu vas me poser. J'essaie de répondre au mieux. Alors Victoria, du coup, merci beaucoup d'avoir répondu favorablement à cette invitation. J'aurais attendu longtemps puisque c'est depuis la saison 1 que je t'attends. Mais finalement, comme quoi, il faut jamais désespérer et on va dire la détermination est un facteur important de la préparation mentale. Moi, je lâche à rien et du coup, te voilà aujourd'hui après 40 épisodes alors que j'ai envie de te faire venir dès le 5e. Ouais, je suis persévérant, tout comme avec les sportifs que tu coaches et ça a fonctionné, donc bravo, bravo à toi. Donc Victoria, t'es médecin du sport. Donc du coup tu exerces et tu consultes donc à la clinique Drouot, à Molitor et à Drouot, c'est ça, si je me trompe pas. Oui, tout à fait. Je suis installée sur les deux cliniques Drouot Lafitte dans le 9e et Drouot Molitor dans le 16e avec une équipe qui est pluridisciplinaire organisée autour du sportif et des pathologies de l'appareil locomoteur, notamment de l'arthrose et des problèmes de dos. Donc on a des chirurgiens, des kinésithérapeutes, des radiologues, ostéopathes, nutritionnistes, c'est assez polyvalent. Bon, en tout cas c'est chouette. J'ai eu l'occasion de visiter vos locaux. Ils sont vraiment tip top quoi. Je veux dire, ça donne vraiment envie d'aller se faire soigner presque. Même si c'est jamais sympa d'aller. Je pense que c'est surtout la qualité humaine qui fait la structure et c'est les personnes qui travaillent qui vont pousser à m'installer là déjà depuis bientôt 3 ans et on a vraiment un travail d'équipe, ce qui permet d'avoir une qualité de prise en charge autour du sportif qu'on essaye de rendre la meilleure possible. Ouais, et puis après vous avez un bon recrutement parce que dernièrement vous avez accueilli aussi dans vos rangs Émilie Demoli qui est nutritionniste et qui du coup a intégré votre structure. C'est important aussi la nutrition et ça fait partie aussi des choses importantes pour en tout cas pour les patients et les athlètes. Oui, tout à fait. On a vraiment la chance d'avoir maintenant aussi un accompagnement nutritionnel pour les sportifs, pour les athlètes, mais aussi pour des personnes qui ont des problèmes de santé, des maladies dégénératives ou inflammatoires. Et on a eu la chance de pouvoir maintenant travailler depuis plusieurs mois avec Émilie qui nous accompagne aussi dans cette prise en charge autour du sportif. Bon voilà, en tout cas une équipe pluridisciplinaire au top que je vous conseille d'aller consulter si besoin en cas de petits bobos. De gros bobos en fonction. Donc voilà, donc on est là pour parler pas de bobos, mais on est là pour parler de mental. Et en tout cas, dans l'habitude du podcast et dans la saison 2, le podcast commence toujours par un petit portrait chinois de mon invité. Et du coup, Victoria, est-ce que tu es prête à te livrer à ce petit questionnaire, à ce petit portrait chinois? Eh oui, c'est parti, on va essayer. Ok. Alors Victoria, si tu étais une couleur, tu serais laquelle et pourquoi? Je pense que je serais la couleur bleue parce que c'est pour moi la couleur un peu zen, un peu d'apaisement, de détente. J'aime beaucoup la couleur bleue. C'est aussi la couleur de Drouot Molitor par hasard, mais ça serait la couleur bleue.
Si tu devais choisir un livre, lequel choisirais-tu? Je pense que je choisirais, c'est difficile, les 4 accords Toltec parce que c'est un peu un bouquin classique, mais je pense que le contenu il est très intéressant parce que il y a pas mal de philosophie, de vie dedans et pas mal de choses vraies. C'est vraiment un des bouquins que je préfère, que je pourrais relire plusieurs fois. Ouais, c'est vrai. Mais t'es pas la première à me donner ce bouquin, en tout cas. Je suis désolée, je suis pas fait exprès. La 3e ou la 4e. Voilà, on est 3. C'est vraiment un bon livre, je vous le recommande. Ah oui, je crois que la dernière qui m'en a parlé, c'était Valérie Marie, la pianiste, qui m'avait cité également ce livre. Ouais, c'est vraiment de super podcasts. On apprend beaucoup. Et c'est vrai on apprend avec toi énormément de choses et je recommande même parfois mes sportifs qui me posent des questions sur le mental, d'aller écouter parce qu'on apprend des choses sur soi et c'est très intéressant. Bon, merci. C'est gentil de me caresser dans le sens du poil, mais c'est pas pour autant que tu vas échapper aux prochaines questions. Allons-y. Si tu étais une fleur, Victoria, laquelle serais-tu? Alors c'est une question difficile, mais je pense que je dirais une marguerite parce que c'est une fleur à la fois un peu sauvage, mais qui pousse un peu partout, qui s'adapte et je pense que ça me correspond bien. Je suis quelqu'un qui peut s'adapter dans un nouveau milieu, dans de nouvelles circonstances. Ok, on y est. Alors du coup, si tu étais un objet, tu serais quel objet? Ah, ça c'est une c'est une bonne question. C'est difficile. Je pense que dans les objets, moi j'aime tout ce qui est. Moi je pense que je serais un stylo. J'adore énormément écrire et je serais un beau stylo pour vraiment pouvoir être créatif et écrire tout ce que je pense et vraiment créer des choses. C'est peut-être pas très original, mais c'est ce qui me vient en tête en premier. Ok, c'est chouette le stylo. Et puis écrire, c'est chouette. C'est original. Tu devais choisir une innovation, laquelle choisirais-tu? Une innovation, alors c'est vrai que c'est quelque chose qui existe déjà peut-être, mais peut-être le côté un peu virtuel, la télémédecine, rendre des consultations à distance possibles avec un caractère beaucoup plus connecté, parce que j'aimerais bien qu'il y ait une accessibilité aux soins des personnes qui peuvent pas consulter. Et même si je pense que c'est moins optimal que d'examiner un patient en présentiel, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux, c'est de pouvoir vraiment avoir toutes les données du corps humain à distance et de presque d'examiner un patient en réalité virtuelle. Je ne sais pas si ça existe déjà, mais ça me plairait bien comme innovation. Ah ouais, ça serait pas mal. Alors, est-ce que tu es gourmande? Alors oui, plutôt, c'est un défaut. J'aime bien tout ce qui est sucre, tout ce qui est chocolat et je connais un petit peu la nutrition, donc j'essaye de vraiment me limiter et de pas faire des excès tous les jours, mais c'est vrai que je me fais des petits plaisirs quand même. Et goûter des dessert. Ah bah justement, ça tombe bien parce que la question c'est si tu étais une pâtisserie, laquelle serais-tu? J'aime tellement le chocolat noir, une forêt noire, j'adore ça. Je pense que je pourrais en manger tous les jours à chaque repas sans problème. Pas très élaboré, mais c'est tellement bon. Ah bah oui, effectivement. C'est très très bon. J'espère qu'Émilie n'écoute pas ce podcast en ce moment. Non, oui. Elle va te mettre à la diète. Tout à fait. Si tu dois choisir un moment de la journée que tu préfères, c'est lequel? Alors le moment de la journée que je préfère, c'est le soir, parce que je pense que c'est un peu mon rythme, et c'est le moment où j'arrive à avoir envie de créer des choses ou vraiment être productive au niveau du travail. Donc il m'arrive parfois faire des téléconsultations le soir ou vraiment répondre à tous mes mails ou faire de nouveaux projets. C'est vraiment le soir un peu tard, après 22 heures, j'aime bien. Validé. Si tu devais choisir un art, lequel serais-tu?
Alors peut-être tout ce qui est dessin et plus particulièrement peut-être graphisme parce que c'est vraiment passionnant de pouvoir créer. Alors j'ai pas du tout eu cette formation sur un ordinateur avec des logiciels. On a une sorte d'infini des possibles et c'est vraiment tous ceux qui font les arts graphiques, je trouve ça passionnant. Si tu étais une qualité, laquelle serais-tu? Ah, c'est difficile. Je pense que, enfin, j'ai quand même une capacité, enfin, peut-être d'écoute ou d'empathie. Peut-être envers les gens, j'arrive à avoir peut-être même de la patience et de la bienveillance envers mes patients parce que à force de, enfin, recevoir des personnes malades, je pense que c'est une qualité qui est très très importante quand on fait un métier où on traite des personnes et enfin voilà, pas très précise que j'ai répondu, mais globalement peut-être la patience et la bienveillance envers les autres. Bah, c'est super, c'est ça, t'as bien répondu, pas de problème. C'est validé aussi. Si tu devais choisir un mot, tu choisirais quel mot? Alors, je pense que je choisirais le mot paillette parce que enfin, je pense que c'est important d'avoir de l'énergie, d'être créatif, enfin, quelque sorte envoyer des paillettes envers les personnes et leur donner de l'énergie positive, leur transmettre des choses et c'est ce qui me vient en tête là comme ça, mais je pourrais dire de l'énergie positive ou simplement voilà leur apporter du positif quoi. Ok, allez, une petite dernière et ensuite on passera sur la thématique du podcast, hein, c'est-à-dire le mental. Et la dernière, c'est si tu étais une saison de l'année, laquelle choisirais-tu? Sans hésiter le printemps, je pense que déjà parce qu'on attend le printemps après l'hiver et c'est vraiment le moment où il commence à faire beau, qu'on a le soleil et que ça fait vraiment du bien quand le printemps arrive. C'est la saison où, enfin, je me réjouis le plus du temps, quoi, des sorties. Ok, c'est validé pour le portrait chinois, tant redouté par mes invités en général. Et on peut du coup revenir un petit peu à nos moutons, c'est-à-dire au mental, et on va commencer par faire un petit point sur ton parcours. Qu'est-ce qui t'inspire ton parcours à ce jour? Qu'est-ce qui m'inspire de façon globale enfin, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut préciser un petit peu la question parce qu'elle est très vaste. Bah, quand tu te retournes aujourd'hui et que tu regardes un petit peu tout ce que tu as pu accomplir. Aujourd'hui, je sais que du coup, tu travailles dans une clinique, un cabinet où tu consultes. Mais par le passé, bon, du coup, t'as dû faire, t'as fait tes études de médecine, t'as dû travailler certainement à l'hôpital, etc., etc. Du coup, voilà, aujourd'hui, à l'instant T, qu'est-ce que t'inspire le chemin que t'as parcouru pour arriver, du coup, jusqu'à la clinique Molitor Drouot, quoi. Ah non, c'est vrai, c'est une bonne question parce que le chemin, il a été très long. Il y a eu plus de 10 années de médecine, 2 années à l'hôpital. Il y a eu la première année de médecine qui a été très compliquée, que j'ai redoublée parce que j'ai vraiment raté de peu. Et c'est vrai que ça m'inspire, je pense, du bonheur parce que je suis contente d'arriver à faire vraiment ce que je voulais faire, c'était de la médecine de sport et de pouvoir m'installer en libéral pour vraiment avoir une activité que j'aime et développer l'activité qui me plaît, d'avoir de la liberté là-dessus, de vraiment de pouvoir m'organiser aussi d'une façon qui me convient et c'est vrai que ça a été très long. Le parcours a été très long, l'internat a été très long parce que on a l'impression qu'on voit pas le bout et puis on passe par des stages qui nous intéressent, certains plus, d'autres moins, et parfois c'est peut être difficile de garder la motivation quand on a une maquette de stage à faire et que c'est pas forcément en rapport avec l'appareil locomoteur parfois ou ce qu'on aime, hein, la médecine de sport ou la médecine de rééducation. Et c'est vrai que de garder la motivation sur ces moments-là, je suis quand même contente d'avoir persévéré pour arriver au bout de la thèse et du mémoire et de mes 2 années à l'hôpital pour arriver à faire une activité que j'aime maintenant, qui me plaît énormément. Oui, puis en plus, un peu le parcours du combattant, quoi. Je crois que vous êtes entre le nombre d'heures que vous faites dans les hôpitaux et le fait d'être payé au lance-pierre, je crois que
Faut vraiment Ouais, il y a s'accrocher, quoi. beaucoup de discussions en ce moment, surtout depuis le Covid, sur le statut des médecins à l'hôpital, dont les salaires n'ont pas été revalorisés depuis assez longtemps, avec effectivement un travail qui est devenu difficile en période de Covid, avec des sous-effectifs. Et c'est vrai que c'est une situation pas évidente, et c'est vrai qu'on a un métier qui demande beaucoup d'investissement, à la fois humain auprès des patients, mais parfois aussi auprès des équipes soignantes, et de rééducation, et ça peut être très très prenant. Oui, et puis on n'en parle pas beaucoup, mais il y a quand même régulièrement pas mal de burn-out chez les médecins. Et, je sais il peut y avoir aussi même des suicides chez les étudiants en médecine. On n'en parle pas trop, mais en tout Ouais, cas, ça bien sûr, existe. et maintenant on en parle de plus en plus, parce que c'est vrai que c'était avant un sujet un petit peu tabou, avec les réseaux sociaux, les collègues qui relayent ça. Et je pense que c'est aussi important de l'évoquer, parce que comme tout le monde, on peut parfois être dépassé par la situation, par la charge mentale. Et on a un petit peu l'habitude d'encaisser les choses, parce qu'on doit soigner les autres, et on pense pas finalement à soi. Et devant la charge de travail, on a l'habitude d'affronter la charge de travail, et c'est aussi important de sensibiliser, enfin, les confrères médecins, mais aussi soignants, kinésithérapeutes, ostéopathes, podologues, enfin tous les professionnels installés en libéral ou à l'hôpital, dans des métiers de soins comme ça, que ça peut vraiment être difficile, et on a le droit d'avoir des situations compliquées, de pas aller bien, de certains moments de se faire aider. Et j'ai vu pas mal de confrères quand même qui enfin surtout récemment, voilà, qui étaient dans des situations un petit peu compliquées. Je pense qu'on est aussi là pour les soutenir, pour les soigner, et surtout leur dire que c'est normal, et c'est parfois il faut se soigner soi-même pour prendre en charge ses patients, pour arriver à le faire. Ah bah oui, ça me paraît compliqué de prendre en soin correctement des patients si soi-même on va pas bien, quoi. Ça me paraît en tout Ouais, cas ça l'erreur arrive, hein, médicale. Voilà, je veux dire, si on est chirurgien et qu'on va pas bien ou un truc comme ça, je veux dire. Mais j'ai mon propre médecin généraliste quand j'étais jeune, qui était, je pense, souvent en burn-out, et qui était parfois un peu difficile au niveau de la communication. Et c'est vrai on entend parfois les histoires des patients qui ont vu leur médecin, et enfin, ça s'était pas bien passé, mais parfois on a aussi il faut être vigilant, on a moins de capacité d'écoute, et on perd un peu notre empathie quand on n'est pas bien soi-même. Et je pense que c'est important de pas arriver à cette situation-là, et de vraiment aussi être à l'écoute de soi à certains moments. Voilà, c'est ça. Aussi dans Être à les l'écoute études de soi médicales, et rester chez voilà, soi il y en a qui si on n'est pas bien. Ouais, et puis voilà, faire appel aux professionnels, ou aux coachs, aux psychologues, aux psychiatres, voilà, c'est tout à fait normal. Ok. Alors, on va parler de mental. Donc, si tu devais définir ce mot mental, toi, t'es médecin, tu le définirais comment? Alors, si c'est plutôt un côté professionnel de santé, ou plutôt du côté du patient, ça dépend, parce que le patient sportif, le mental, c'est souvent, on le perçoit comme le fait de performer en compétition, devant un stress, devant une situation de compétition, et de pouvoir donner le meilleur de soi-même, sans être dérangé par son stress, ou par les circonstances. Du côté médical, le côté mental, ça serait plutôt de faire face à parfois des situations humaines un peu difficiles, et de pouvoir être à l'écoute, et de pouvoir orienter les personnes qui vivent ces situations-là. C'est un petit peu différent des deux côtés. Avoir un bon mental chez un C'est une médecin? définition qui est complexe, je pense. Comment un mental chez un médecin? Je pense que oui, il faut avoir un petit peu de mental, parce que on vit des choses difficiles dans nos études, et mais aussi après, parce que on voit quand même des gens qui vont pas bien avant tout. C'est pour ça qu'ils nous consultent, et il faut parfois savoir être à l'écoute, parfois savoir prendre du recul face à certaines situations. On est très impliqué, et y compris parfois savoir se déconnecter aussi quand on sort du travail. C'est pas toujours évident quand on a un métier humain, de faire la part des choses
voilà, entre notre ressenti, notre côté être humain, nos passions. Voilà, c'est parfois compliqué et ça se voit avec, je pense aussi l'expérience et l'exercice et le fait de voir les personnes qu'on arrive à trouver le juste milieu, parce que c'est pas quelque chose qu'on nous apprend dans les études médicales. On n'a pas de cours de psychologie ni de mental, mais je pense que c'est quelque chose qui pourrait être bien utile. C'est quelque chose que je regrette, je pense, de pas avoir eu. Ça serait parfois bien plus adapté que d'autres cours qu'on n'utilise pas forcément des connaissances dans certains domaines de biophysique ou de biochimie avec des formules compliquées, quoi. Alors toi, personnellement, tu fais un peu de préparation mentale ou pas du tout? Alors personnellement, c'est vrai que c'est quelque chose que je pense qu'on aurait presque tous besoin de faire, pas que les sportifs de haut niveau, mais même tous dans notre vie quotidienne. Je fais pas de préparation mentale telle que en tant que telle, mais c'est vrai que j'essaye de quelque chose que j'aime beaucoup faire pour vraiment prendre le temps de me poser et de me déconnecter, c'est de faire de la méditation. C'est alors je vais pas dire que je le fais quotidiennement, c'est mon objectif, mais j'arrive à le faire quand même plusieurs fois par semaine et de travailler là-dessus sur la relaxation, sur vraiment de me déconnecter parfois de l'environnement, d'arriver dans un état de bien-être et d'y voir plus clair aussi quand on sort d'une séance de méditation. Ça permet d'avoir du recul. Et parfois, quelque chose que je n'arrive pas forcément à faire, mais comme on dit, vivre les choses en pleine conscience, c'est quelque chose que je trouve vraiment très intéressant. Et que je pense que quand on a un niveau assez poussé en méditation, qu'on doit pouvoir faire au bout d'un moment. Mais ce serait effectivement un objectif pour moi, enfin, au niveau personnel. Alors tu parles d'objectifs. Est-ce que tu utilises les objectifs toi aussi pour te motiver au quotidien? Alors ouais, c'est vrai que j'ai une mémoire assez visuelle et je vais avoir tendance à m'écrire enfin pas tout le temps, mais quand j'ai vraiment beaucoup de choses à planifier, des choses qui sont importantes, l'écrire sur un tableau, une feuille ou dans mon téléphone, à vraiment me cibler les objectifs et de voir sur quelle chose j'avance tel jour, parce que c'est vrai que ça permet je pense que je suis assez organisée dans la vie professionnelle, mais dans l'organisation, dans ma vie de tous les jours, pas forcément, et j'aimerais bien être vraiment organisée partout. Et je pense que ça passe aussi par la visualisation et pourquoi pas l'écriture des objectifs, mais c'est quelque chose que j'aimerais bien apprendre à faire. Voilà, des tableaux d'objectifs, je sais que c'est quelque chose qui peut vraiment aider. Enfin, je sais pas si c'est quelque chose que, par exemple, qui se travaille notamment avec les personnes en coaching, parce que j'ai pas d'idée de comment on fait, mais Si, là, définir des objectifs, définir un plan pour atteindre en tout cas quelque chose qu'on a envie de réussir, ça fait partie aussi des choses qui peuvent être travaillées dans le coaching. Parce qu'à partir des objectifs, on peut décliner ensuite les actions réalisables pour aller vers l'objectif. Voilà, on peut décliner plein de choses. Et du coup, ça permet de se mettre en mouvement, parce que juste dire j'ai envie de faire ça, mais sans au préalable après ensuite travailler sur ok, on connaît l'objectif à atteindre, mais ensuite si on n'a pas décliné les différentes étapes et les différentes actions à mettre en œuvre en tout cas pour aller vers cet objectif-là, ça me paraît compliqué ensuite de le réaliser. Oui, ça c'est vrai que tout à fait. C'est vrai que parfois même nous, je pense qu'on le fait inconsciemment. Consultation, c'est de mettre en place des stratégies pour soigner un patient. Parfois, on a des sportifs qui ont des problèmes articulaires ou tendineux, parfois chroniques, et qui veulent guérir très vite. Et on doit leur faire réaliser qu'il va falloir faire des soins qui vont être prolongés, une stratégie d'organisation dans la kiné, des auto-exercices. Enfin, voilà, sur une pathologie, mais j'imagine que sur des performances sportives ou personnelles, on peut travailler sur des sortes de vision board avec des grandes cases, des objectifs, et puis ensuite écrire des stratégies sur lesquelles on peut travailler. Enfin, ça doit être vraiment quelque chose de très intéressant qu'on peut faire.
tu le sais beaucoup mieux faire que moi sur tout ce qui est mental du coup. Ah bah non, je pense que tu sais très bien faire toi aussi, hein. Moi, je suis pas capable de prendre en charge les patients. On ne coach pas nos patients sur le côté mental, on traite leurs problèmes cliniques et pour cette partie-là, je te délègue les choses avec grand plaisir et c'est vrai que les sportifs ont besoin d'un accompagnement qui est parfois pluridisciplinaire et c'est ce que je disais, ce qui fait la qualité aussi de la prise en charge de placer les choses dans le contexte et chaque patient va être vraiment différent et on sait que certains ils vont avoir besoin d'un suivi nutritionnel d'un coach et puis d'autres ils vont juste faire un peu de kiné, des auto-exercices parce qu'ils fonctionnent comme ça et qu'ils vont pas être réceptifs à la prise en charge. Donc on essaye aussi de cibler les objectifs autour du patient, de sa personnalité, de son fonctionnement. Quand on discute un petit peu avec lui, on voit souvent ce qu'il va faire et ne pas faire. Parfois, il nous le dit, mais parfois, on le devine un petit peu indirectement. Oui, après, je te dirais, il n'y a pas que les sportifs, mais de manière globale, à partir du moment où on a un bobo, ou enfin un gros bobo, moi, je pense à moi quand je me suis sectionné le tendon d'Achille. Je pense qu'on a tous besoin, à un moment donné, d'être accompagnés par rapport, en tout cas, à la spécificité, certainement, de la blessure qu'on a, le temps en tout cas de se soigner et ensuite de se réadapter pour pouvoir passer une période de convalescence et peut-être retourner au sport ou aux activités qu'on faisait avant et auxquelles on avait plaisir qu'on avait plaisir de faire et je pense que c'est jamais simple de se blesser quoi. Et de pouvoir ensuite oui, tout à fait, sur parfois ce genre de blessures qui semblent entre guillemets parfois banales, une rupture de ligament ou de tendon, parfois effectivement on réalise pas quand on l'a pas eu ou quand on n'est pas dans le milieu médical ce que ça implique au niveau de la prise en charge. Un patient qui s'est opéré d'un croisé va avoir des mois et des mois de rééducation. Ils sont souvent en kiné 4 à 6 mois, dont parfois un mois en centre, avec un retour au sport qui peut être compliqué, qui est parfois accompagné par des coachs pour de la réathlétisation et parfois pour le mental aussi, parce que l'appréhension, c'est parfois un facteur qui va bloquer le retour au sport, alors que physiquement, la personne va bien après des grosses blessures et même un sportif qui n'est pas un sportif de haut niveau va avoir besoin d'accompagnement parce que on souhaite avant tout que les personnes reprennent une activité sportive qui leur fait plaisir, qui leur procure du bien-être. Et sur certaines blessures, ça nécessite parfois un accompagnement qui est très très important. Enfin, nous, on suivi en médecine de sport et en médecine de rééducation, mais un peu dans les autres domaines aussi, en plus, de préparation mentale, de nutrition, Et puis dans l'accompagnement de patients blessés, d'athlètes ou de patients même non sportifs, il y a des techniques d'imagerie mentale qui permettent en complément de la rééducation de venir aussi aider à une réadaptation plus rapide et à un retour tout à fait. C'est vrai que dans la pratique. Oui, tout à fait. Et notamment, je pense aux patients qui ont ce qu'on appelle la kinésiophobie, qui vont après avoir béquillé pendant plusieurs semaines à plusieurs mois, malgré leur articulation ou leur muscle qui s'est réparé, avoir peur de poser, peur du mouvement, peur de poser le pied, peur de faire tel ou tel geste, et que le kiné parfois n'arrive pas à débloquer, aller au-dessus. Hein. Enfin, vraiment, je pense que des techniques, comme tu disais, d'imagerie mentale avec un coach, parfois ça peut être aussi intéressant de travailler là-dessus quand on bloque sur les prises en charge et ça peut aussi énormément aider en accompagnement après des grosses blessures. Alors, j'aimerais qu'on parle un peu de ta confiance et de la confiance en soi en général. Je sais que dans les études de médecine, vous êtes souvent malmené au long, en tout cas du processus, en tout cas d'apprentissage, surtout dans le système hospitalier. Est-ce que du coup, le fait d'être autant malmené, poussé à l'extrême, comme je disais tout à l'heure, avec des rythmes quand même assez soutenus entre les gardes, c'est quelque chose qui est vraiment épuisant. Est-ce que c'est quelque chose qui peut entamer votre confiance ou c'est quelque chose au contraire qui la renforce? C'est une très bonne question et effectivement entre le rythme parfois très soutenu et la fatigue qui s'installe avec les gardes, les astreintes et
certains stages de 6 mois d'internat qui sont très prenants. Et effectivement, le caractère, parfois en rééducation, on voyait des patients en neurologie qui avaient des pathologies très graves, qui étaient très, dans des situations de handicap parfois très compliquées suite à des accidents. Et effectivement, dans tout ça, parfois, il se trouve que on peut avoir une ambiance de travail qui est pas toujours évidente, avec nos collègues qui sont parfois débordés ou qui vont nous en demander un peu trop par rapport à notre niveau de connaissance. Quand on arrive interne, dans certains stages, on nous donne beaucoup de responsabilités avec peu d'expérience et parfois de connaissances qui sont encore nouvelles, hein. Donc c'est quelque chose qui peut vraiment entamer un peu la confiance qu'on peut avoir, parce qu'on se met dans des situations de difficulté et ça peut être un petit peu compliqué effectivement après d'avoir confiance, parce qu'on va vivre parfois, on va apprendre aussi de ces erreurs. Heureusement qu'ils ne sont pas graves dans la plupart des cas, parce que nos chefs sont quand même là pendant nos études, mais c'est parfois des petites erreurs et c'est quelque chose qui peut, on peut beaucoup se remettre en question là-dessus, et on n'a pas toujours quelqu'un pour débriefer et en parler, parce que on n'a pas toujours des chefs à l'écoute, ils peuvent pas toujours nous accompagner. Et c'est quelque chose de la confiance, c'est quelque chose je pense de difficile pendant les études médicales, que c'est difficile d'avoir trop confiance, dans le sens d'être trop sûr de soi, et parce qu'on est dans des situations qui sont compliquées, avec parfois effectivement certains stages où c'était carrément compliqué humainement avec nos chefs, nos supérieurs hiérarchiques directs, malheureusement. Et c'est vrai qu'à ces moments-là, ça peut être compliqué au niveau de la confiance. Donc on peut être effectivement malmené. Je ne sais pas, je suis pas sûre que ça nous renforce réellement, parce que derrière on n'est pas trop accompagné là-dessus, et c'est quelque chose dont on pense qu'on parle un petit peu plus maintenant. Les internes en parlent, et que les internes ont des droits maintenant, ils ont des repos de garde, et c'est quelque chose qui a été beaucoup négligé avant. Les étudiants étaient dans des situations de stress assez importantes pendant les études médicales. C'est vrai que quand on voit des collègues parfois arrêter leurs études du jour au lendemain en plein milieu, se reconvertir, prendre une année sabbatique, et on voit des gens qui vont quelquefois pas bien autour de nous, hein. C'est rare, ça reste mais effectivement, je pense qu'on est des êtres humains, et c'est parfois des études qui sont comme d'autres, hein, qui sont pas forcément évidentes, et notamment sur le plan humain, sur le plan de la fatigue, dans tous ces domaines-là. D'ailleurs, je rebondis sur ce que tu disais, tu parlais de petites erreurs. C'est quoi ton rapport sur le droit à l'erreur en termes de prise en charge, parce que on peut se tromper dans une prise en charge, mais c'est pas évident quand on est médecin de. Ouais, en fait c'est vrai que le problème, si on se trompe, ça peut être quelque chose de grave. On a tous entendu des cas d'erreurs médicales pendant nos études, même des internes, des prescriptions qui n'ont pas été révisées, des traitements qui ont été administrés en 10 fois la dose, qui ont entraîné des décès de patients. Ça, on en a entendu. C'était parfois des personnes qui sont passées dans les stages avant nous. C'est très rare, mais effectivement, ça fait un peu froid dans le dos. Donc, l'erreur est très stressante, et on se relie beaucoup, on se remet beaucoup en question, et c'est particulièrement sur, je pense dans notre domaine en médecine, et c'est quelque chose de très stressant. Et quand on fait une erreur, ça nous marque beaucoup. On s'en souvient. C'est une erreur qu'on refait plus. J'ai la chance de faire des erreurs qui ont été pas graves, hein, qui n'ont pas entraîné de conséquences graves, mais effectivement, malheureusement, on est quand même exposé à ça, parce qu'on est assez vite sur le terrain, on a assez vite des responsabilités, et avec parfois des sous-effectifs au niveau des hôpitaux, on n'a pas toujours quelqu'un derrière nous, et c'est assez stressant à vivre comme situation. Donc j'ai un rapport à l'erreur qui est assez compliqué. C'est une situation qui est difficile pour moi, et c'est vrai que j'ai tendance à me relire 10 fois sur les prescriptions et sur tout ce qui peut avoir vraiment à vérifier des interactions médicamenteuses ou des contre-indications des traitements. J'ai vraiment j'ai un peu de mal là-dessus. Je suis assez obsessionnelle sur ça, sur cette partie-là. D'un autre côté, c'est normal, puisque finalement, oui. ça a des effets.
On s'auto-rattrape parce que on est des êtres humains et parfois on peut, parce qu'on n'a pas posé une question au patient, d'avoir loupé une contre-indication, une maladie qu'il nous a pas dite et qui va contre-indiquer un traitement ou un soin. Oui, effectivement. Tu parlais de stress juste avant. Je suppose que tu as dû certainement déjà être en situation de stress, en tout cas dans ton métier. Oui, c'est une vaste question. Je pense qu'on a beaucoup de situations de stress quand on fait, surtout quand on est en dehors de nos examens, parce qu'on a aussi beaucoup d'examens en médecine et gérer aussi le concours et l'examen national classant, c'est quelque chose d'assez compliqué parce que on a l'incertitude de pas savoir ce qu'on fait au bout d'1 an ou 2 ans la première année et au bout de 6 ans l'examen national classant pour la spécialité, on a l'incertitude de ne pas savoir quelle spécialité on va faire ou si on va pouvoir faire la spécialité qu'on aime et dans quelle ville. Donc je pense que cette incertitude ça fait, il y a un stress qui s'installe et c'est un stress que je pense tout le monde vit, sauf si on n'a vraiment pas d'objectif de spécialité et parfois la gestion du stress peut être compliquée dans les études médicales, que ça soit en examen ou parfois sur le terrain face à des situations d'urgence face à un patient et voilà, c'est une vraie question. Alors du coup, ce stress, comment tu le gères, comment tu le surmontes quand il arrive? Ça c'est vrai que c'est aussi une très bonne question. Je pense que on apprend à le surmonter parce que quand on arrive dans des études stressantes, ou je pense au cas commun un peu dans un métier stressant, n'importe quel travail, qu'on le subit un petit peu au début et qu'après on est obligé de développer des stratégies que je pense qu'on développe un peu soi-même. Donc on met des années à les développer pour faire face à cette situation-là. Ça peut être il y a plusieurs façons. Ça peut être de prendre du recul, de relativiser les enjeux que ça peut avoir, parce qu'il y a parfois beaucoup d'enjeux après un examen, un concours et beaucoup de pression de l'entourage aussi souvent, avec souvent des parents médecins qui sont derrière. C'est pas toujours le cas, mais ça a été le cas pour moi. De dissocier ses objectifs à soi des objectifs de ses parents, de son entourage, de savoir ce qu'on veut faire soi-même et quand on sait qu'on fait les choses pour soi, je pense qu'on les fait différemment, qu'on a moins de stress et aussi de développer des techniques pour gérer le stress. Ça peut être de la méditation, ça peut être des techniques de respiration, ça peut être aussi de la pratique. Ce qui m'a vraiment sauvée, je pense, notamment en première année, c'était vraiment que j'ai pas arrêté la pratique du tennis et vraiment j'y allais même 1 fois par semaine et c'était important. Ça m'aidait à réguler le stress. C'est quelque chose qui me faisait vraiment sentir bien et même quand j'ai redoublé, je me suis dit tant pis, je vais prendre le temps de perdre 2 heures, 3 heures par semaine. Pour moi, c'était de la perte du temps, tout ce qui n'était pas révision. Et je pense que c'était très bénéfique. Ça m'a fait gagner au niveau du stress, de l'équilibre. Et c'est vrai que ça peut être un sujet de podcast intéressant, mais c'est toi qu'il faudrait podcaster. Ce serait la gestion d'une situation de stress, même de compétition, de performance. Parfois, les patients nous posent la question. Ils ont des compétitions qui arrivent et comment gérer le stress de performance, d'un examen, d'une performance sportive, parce qu'on a beau pratiquer depuis longtemps et avoir un bon niveau et quelquefois on a la pression qui fait qu'on donne pas le meilleur de soi-même et c'est ça qu'on peut regretter, je pense. Après c'est comme les étudiants en médecine qui font que travailler et ils sont prêts et pour autant ils sont quand même stressés de par les enjeux en tout cas de la réussite à leurs examens. Bon, après il y a pas que les étudiants en médecine. Oui, effectivement, c'est sûr que non, bien sûr, dans un tas d'études avec des concours et des examens classants où il y a des enjeux comme ça, on voit toujours quand on arrive, vraiment en tant que nouveau étudiant en médecine, à l'époque il y avait beaucoup de doublants et de triplants parce que c'était autorisé. On voit les copains parfois qu'on sait qui ont échoué et on sait qu'ils ont échoué parfois à cause du stress parce que ils ont perdu leurs moyens pendant l'examen parce que passer un concours dans un hangar avec 500 personnes, ça peut être une situation qui fait perdre ses moyens à quelqu'un. C'est compréhensible et c'est vrai qu'on se rend compte que finalement, en ayant géré leur stress, ça serait des excellents médecins, des excellents professionnels et en arrivant, avec notre petit bac, et on n'est pas forcément prêt à affronter tout ça. C'est parfois pas évident. On est un peu lancé là-dedans et
Ça peut être, je pense que c'est quelque chose qui m'a aussi pas mal fait échouer ma première année. C'était aussi la gestion du stress pendant les examens. On est beaucoup moins concentré parce qu'on est stressé et effectivement on est moins concentré, on panique et puis forcément on fait une moins bonne performance, on perd la mémoire, on oublie ce qu'on a appris et c'est un peu dommage qu'on nous apprenne pas la gestion. J'aurais beaucoup aimé qu'on travaille aussi là-dessus, et pas juste sur une sélection sur des matières scientifiques et je pense que ça pourrait être utile aussi dans les situations difficiles où vous devez avoir toute votre lucidité pour prendre les meilleurs choix médicaux par rapport à on va dire à un patient, un diagnostic et on va dire des soins urgents à prendre, quoi. Oui, tout à fait, parce que la situation d'un patient peut vite être compliquée pour peu que le patient se dégrade ou qu'il ait une maladie grave ou qu'il y ait des décisions à prendre. Parfois, la situation psychologique du patient, mais aussi de la famille, de l'entourage avec qui on va être en relation, ça peut nous altérer notre raisonnement et c'est important d'apprendre à gérer ça pour vraiment rester lucide dans des situations qui sont importantes. On doit avoir toute notre concentration et avoir toutes nos connaissances qui vont venir nous aider, pouvoir pas se faire influencer parfois par le patient ou par l'entourage qui vont nous demander des choses et vraiment prendre les décisions médicales qui sont les meilleures et de savoir se détacher justement de cette pression de l'entourage. Ça peut nous induire ça peut nous pousser à l'erreur. C'est compliqué parfois. Alors je pense que du coup dans les études de médecine la détermination à réussir est importante et souvent on dit que pour avoir une force mentale il ne faut rien lâcher. Qu'est-ce que tu en penses, toi? C'est vrai que maintenant que j'y pense, que tu dis comme ça, quelque part, ne rien lâcher, c'est aussi visualiser l'objectif. Et moi, je peux pas vraiment parler du mental en tant que quelqu'un qui le connaît bien, mais à titre personnel, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, c'est de visualiser la fin, le bout, vraiment de pouvoir exercer, de pouvoir voir des patients, de pouvoir faire ce que j'aime, la médecine de sport. Et je pense que parce qu'on a effectivement des moments qui vont être compliqués, des moments où on va être fatigué, des moments où on fait des stages qui sont moins intéressants, des moments où on va galérer sur notre thèse et c'est de pas lâcher, c'est d'être régulier, d'être persévérant sur les révisions, mais aussi d'aller tous les jours en stage et de pouvoir là-dessus être régulier, de pas lâcher. Effectivement, à des moments où on a parfois vraiment envie de se dire là j'en ai marre, j'ai envie d'arrêter 6 mois, de faire des vacances. On n'a pas beaucoup de vacances aussi pendant les études, parfois on s'arrête pas plusieurs mois de suite, c'est compliqué. C'est de rien lâcher, dans le sens visualiser l'objectif, c'est très important. Ça a été essentiel à titre personnel. Bon, merci beaucoup Victoria pour toutes ces réponses que tu as pu formuler par rapport à toute cette thématique du mental. J'ai pour tradition de laisser le mot de la fin à mon invité. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire aux auditeurs? Je pense que je vais rester dans le domaine médical et je pense que c'est important les gens qui ont des douleurs, qui se blessent, de consulter. Moi, je vois parfois des personnes qui ont mal depuis 10 ans, qui consultent pas parce que ils ont le syndrome de la blouse blanche, ils ont la phobie des médecins ou des soignants, des kinés, tous les professionnels qui traînent des choses parce qu'ils veulent pas en parler, qui arrêtent de faire du sport alors que ça fait énormément de bien, d'aller en parler à leur médecin de sport, leur généraliste, leur kiné, leur coach. C'est important de s'occuper de soi et de sa santé, de pas se négliger sur le plan physique, mais aussi sur le plan mental, parce qu'on a vu beaucoup de burn-out, beaucoup de sportifs qui ont été blessés, qui étaient aussi en dépression, dans des situations compliquées, de pas négliger ça, de se dire qu'on a le droit de pas aller bien et d'aller en parler à des professionnels à ce moment-là. C'est un peu le message de la fin pour moi. Je sais pas si ça répond à ta question. C'était pas une question, c'est le mot de la fin. Écoute, en tout cas, c'est un message, un message intéressant. Hein. En tout cas, c'est sûr que c'est important de pas laisser traîner des blessures ou
voilà, de pas se soigner quand on est malade. Je pense que c'est important. On a des moyens à notre époque pour se soigner, donc c'est quand même un peu dommage de passer à côté. Et oui, voilà, c'est vrai que puis quand on prend les choses à un stade chronique, c'est parfois compliqué de les soigner aussi. Et parfois, ça entraîne des complications. Donc, c'est vrai que tous les jours, je vois des personnes où je me dis, mais non, mais il fallait consulter avant. On aurait pu beaucoup plus faire. Donc, même aller vers leur médecin traitant, leur kiné pour les orienter, c'est très très important. Donc voilà, donc le mot de la fin, c'est en cas de bobo, allez consulter. Si vous êtes en région parisienne, à Paris, si vous avez un bobo d'ordre sportif, n'hésitez pas à aller consulter Victoria. Elle saura prendre soin de vous. Et voilà, cet épisode est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup Victoria. Et puis écoute, merci Sébastien, c'était super d'échanger avec toi. Je te remercie, à très bientôt. Au revoir. C'était Victoria Tchaikovsky, médecin du sport à la clinique Dro Lafitte et Dro Monitor pour cet épisode du podcast parlant de votre mental. J'espère que notre invité vous aura inspiré dans ce nouvel épisode et n'oubliez pas de consulter en cas de bobo comme vous l'a conseillé le doc. Merci pour votre écoute. Je vous invite à soutenir le podcast en laissant un avis sur Apple Podcasts, Spotify, 1 minute pour vous aussi contribuer au développement de notre émission. Merci pour votre soutien et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode.